Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresses.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. Merci pour vos messages de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, je voudrais partager le message d'un auditeur du Cameroun, envoyé après avoir écouté l'épisode 13 dans lequel je recevais Marie-Christine Bonny, auteure du très beau roman initiatique Ashanti, le maître des bois sacrés, et qui dit ceci. C'est désormais une habitude. Dès le générique de départ, je m'apprête fièrement pour une nouvelle aventure. Je parle d'aventure car c'est la notion fondamentale qui m'égaye dans les romans au quotidien. Le roman initiatique en est un exemple, bien que je n'ai pas une longue expérience de lecture de ce genre littéraire. Dans cet épisode, j'ai commencé par aimer le panafricanisme exceptionnel de la famille de l'invité, à travers les différents lieux de naissance de ses frères et sœurs, puis elle également, qui a parcouru l'Afrique lorsqu'elle travaillait au Sofitel Hotel. J'ai été également séduit par la volubilité de l'invité, par son aisance à décrypter ou à expliquer un événement. Au-delà de son art d'écrire et de raconter, je la trouve bonne oratrice. J'ai aussi découvert dans cet épisode une aventure professionnelle d'auto-édition avec quelques techniques marketing. Très cher auditeur anonyme depuis le Cameroun, merci pour ce beau message. Je suis ravie de savoir que ce podcast vous inspire et qu'il vous permet de découvrir de nouveaux auteurs et aussi d'apprendre de nouvelles choses dans le domaine de l'auto-édition. Si, comme cet auditeur, vous avez envie de partager votre expérience d'écoute de ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message que je lirai volontiers, bien sûr, dans un épisode. Cet épisode est publié le vendredi 3 avril 2021, Journée internationale des personnes handicapées. Pour cette occasion, j'ai voulu à ma façon envoyer un rayon de soleil à toutes les personnes qui sont directement ou indirectement touchées par un handicap. Un rayon de soleil entre nos vies. C'est le titre du roman de Corinne Dossa, mon invitée dans cet épisode. Mais cela pourrait être aussi le titre que vous mettez sur votre première rencontre avec Corinne Dossa, car Corinne est un vrai rayon de soleil. La différence est le socle de sa réflexion et le cœur de tous ses livres. Amarilia, l'héroïne principale du roman, est une petite fille différente qui arrive au milieu de deux sœurs que tout a priori sépare. La sororité est aussi l'un des champs que Corinne Dossa explore dans le roman à travers le rapport entre sœurs. Sur la très jolie couverture du roman, on voit une petite fille blanche. Avec Corinne Dossa, j'ai voulu savoir, entre autres, si un auteur noir a le droit de représenter son héros ou son héroïne comme une personne blanche. J'ai aussi voulu savoir comment elle est parvenue à écrire sur la différence tout en restant positive. Si vous avez actuellement un petit coup de blues, les paroles de Corinne Dossa vous feront du bien, car Corinne est un vrai rayon de soleil. Je vous souhaite une très agréable écoute. Bonjour Corinne Dossa. Bonjour, quel plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir partagé parce que j'ai attendu ce moment depuis quelques semaines. On s'est raté plusieurs fois, mais enfin aujourd'hui, on a pu avoir la bonne heure parce que je vais rappeler à ceux qui nous écoutent que vous êtes en Guadeloupe. C'est bien ça?
Oui, Voilà. je suis en Guadeloupe. Ben, écoute, on se parle aujourd'hui. L'une de mes formules favorites, c'est le mieux au meilleur moment. Donc, c'est aujourd'hui qu'on devait se parler. Exactement, c'était prévu comme ça. Voilà. Très bien. Alors, j'ai tenu à vous avoir dans le podcast parce que j'ai fait votre connaissance, entre guillemets, sur YouTube. Oui. Je suis tombée par hasard sur une vidéo où vous parliez de votre livre qui s'intitule « Un rayon de soleil entre nos vies ». Oui. Et la manière dont vous avez présenté votre livre, j'ai été touchée. J'ai dit, alors, c'était plus qu'un livre, c'était comme un témoignage, c'était comme une histoire que vous vouliez partager avec les gens. Et ça m'a beaucoup touchée. Et c'est pour ça que j'ai tenu à vous avoir dans le podcast, pour que nous parliez un peu plus de votre livre et de vous-même aussi. Oui. Donc, bienvenue dans le podcast. Merci, merci. Vraiment, ça me fait très, très plaisir. Quand j'ai eu votre invitation, j'avoue que je ne savais pas qui vous étiez. Je ne connaissais pas ce site Afro-Livresque. Et quand j'ai été dessus, je me suis dit, mais comment ai-je pu passer à côté de ça depuis tout ce temps? Donc, je suis vraiment ravie d'être ici avec vous et vos auditeurs. Merci. Alors, on peut se tutoyer? On peut se tutoyer, ça me va. Super, très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Corinne? Alors, ma formule habituelle qui me correspond parfaitement, c'est que je suis béninoise d'origine, française de nationalité et guadeloupéenne de cœur. Mm-hmm. Je crois que ça me représente assez bien. Je suis née au Bénin où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 15 ans. Ensuite, je suis venue faire toutes mes études en France, en Bretagne, mais chaque année, on était de retour au Bénin parce que mon père avait une peur bleue qu'on oublie nos origines. Oui. Donc, lorsque les vacances scolaires, c'était le 30 juin, le 1er juillet, on était dans l'avion. Mm-hmm. Donc, j'ai jamais été coupée du Bénin en réalité. Et puis, il se trouve que la vie a fait que j'ai épousé un Guadeloupéen. Et il y a 20 ans, on a fait le choix de venir vivre en Guadeloupe où je vis, depuis 20 ans. Donc, vous êtes pratiquement guadeloupéenne aussi, hein? Ah, je défie quiconque de me refuser cette nationalité. Je suis totalement, absolument guadeloupéenne. J'adore cette île. J'ai eu un coup de foudre pour cette île la première fois que j'y suis venue. Et j'avoue que je m'y sens très bien parce qu'en plus, pour moi, la Guadeloupe regroupe le meilleur de l'Afrique et le meilleur de l'Europe. Donc, je m'y sens très, très, très bien. Voilà. Super. Mais moi, je rappelle aux auditeurs que je fais cet entretien, je vous vois par vidéo, et il y a un magnifique soleil chez Corinne que j'envie, je suis terriblement jalouse. Et donc, je voulais savoir comment se passe la période de Covid en Guadeloupe, parce qu'ici, nous sommes confinés, donc presque confinés. De temps en temps, ils changent les règles, mais on ne sait même plus finalement quelles sont les règles en vigueur. Mais comment ça se passe en Guadeloupe? Écoute, pour le moment, je touche du bois, mais nous sommes très chanceux. Mm-hmm. Nous avions eu le confinement un peu après les autres, lors du premier confinement. Mm-hmm. Mais depuis, nous vivons quasi normalement. Nous avons un couvre-feu à 22h. Donc, nous allons au restaurant, nous allons à la plage. Nous avons une vie quasi normale. Et c'est vrai que quand on regarde les infos de métropole ou d'ailleurs, parfois, on se demande si on est un peu sur la même planète. Nous sommes très, très, très privilégiés avec en plus le soleil et la mer. Donc voilà, franchement, je pense que c'était le meilleur coin pour être confiné ou pour vivre cette période, vraiment. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, tu disais que tu es originaire du Bénin et que tu as grandi jusqu'à l'âge de 15 ans. Est-ce que tu as encore un lien aujourd'hui avec le Bénin? Ah oui, absolument, d'autant que j'ai 2 sœurs qui vivent au Bénin, j'ai un frère qui vit au Bénin, j'ai des cousines à qui j'ai intérêt à donner des nouvelles tous les 15 jours si je ne veux pas me faire tirer les oreilles. Oui, j'ai un lien très très fort avec le Bénin, d'autant que, comme je te disais, notre père a vraiment tout fait de son vivant pour qu'on se rappelle nos origines, pour qu'on ait cette terre, cet humus du Bénin ancré en nous. Je crois qu'il a fait un excellent travail parce que c'est réussi et que je suis très, très attachée à cette terre et que j'envisage même d'ici quelques années de retourner y vivre après des dizaines d'années en métropole. Donc, oui, mon lien avec le Bénin est très, très fort. Absolument. Est-ce que ces racines-là t'inspirent aussi dans ton travail en tant qu'auteur? Alors, c'est assez...
Oui et non, parce que en tant qu'auteur, mes sujets me viennent de l'observation d'une scène, de la lecture d'une phrase, d'une affiche. Donc, ça n'a pas forcément un lien avec le Bénin. Donc, il y a toujours un peu du Bénin dans mon livre, parce qu'il y aura toujours, à un moment, je vais toujours parler de l'Afrique. Il y aura un de mes héros qui sera rattaché à l'Afrique. Mais j'avoue que ce ne sont pas, le contexte n'est pas forcément africain ou béninois. Et je m'autorise vraiment je m'autorise de pouvoir écrire sur ce que je veux, où je veux, quand je veux, de pouvoir placer mes personnages où je veux, et je m'interdis absolument toute censure. Donc oui, il y a le Bénin qui apparaît en entreligne, le Bénin ou en Afrique, mais le sujet principal n'est pas forcément le Bénin, d'autant que je suis passionnée de développement personnel et que mes sujets sont plutôt universels en réalité. Oui, voilà. Et effectivement, c'était ma première surprise quand j'ai vu la couverture du livre, Un rayon de soleil entre nos vies. Sur la couverture du livre, pour ceux qui n'ont pas encore vu le livre, c'est une petite fille blanche. Oui. Et j'étais intriguée. Et en même temps, j'étais étonnée d'être intriguée parce que je me suis dit, mais pourquoi je devrais être intriguée? Parce que l'auteur est noir. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que cette couverture m'a causé quelques soucis. Ah oui. Parce que quand le livre a été accepté aux éditions Erol, très rapidement, moi j'avais évidemment un titre en tête, j'avais une couverture en tête, puisque j'ai besoin de ces supports pour commencer mon écriture. Et très rapidement, on m'a dit, oui, c'est très bien, vos propositions, mais le choix final se fera en coordination avec le service marketing. Donc, il y a très peu de chances que le choix final soit le vôtre en ce qui concerne le titre et la couverture. Et quand ils m'ont proposé cette couverture, ma première réaction, ça a été « Waouh !» Mais c'est mon héroïne, mais exactement, ils ont vraiment transpercé ma pensée, mon cœur, mon âme, et j'ai été ravie. Et ma seconde pensée a été, wow, je suis noire, ça va me causer des problèmes, cette couverture. Et je ne pensais pas si bien dire, parce que j'ai effectivement des lecteurs qui ont acheté le livre, qui ont aimé, qui ont adoré même, je peux dire, l'histoire, et qui m'ont dit de façon quasi impérative, Corinne, tu es noire, tu ne peux pas garder cette petite fille blonde sur ta couverture. Et ça m'a choquée parce que l'auteur que je suis s'est senti presque blessé parce que, je suis désolée de le dire, mais je me suis dit, jamais on ne dirait à un auteur blanc qui mettrait un personnage noir en couverture, jamais on ne lui poserait cette obligation de mettre un personnage qui lui ressemble physiquement. Alors pourquoi est-ce que moi, au nom de ma négritude assumée, on me donnerait cet impératif de mettre un personnage qui me ressemble? Alors, d'une part, je comprends parce que nous et nos enfants, les générations, avons besoin vraiment de représentation. Effectivement, cette représentation, elle est absente, elle manque. Effectivement, on en a de plus en plus. Donc, je comprends totalement le discours qui voudrait qu'on soit de plus en plus représenté et que nos enfants puissent s'identifier aux héros. Je comprends tout à fait ce discours. Mais l'auteur que je suis refuse toute censure. L'auteur que je suis refuse, mais de façon totale, viscérale, qu'on lui impose tel ou tel personnage, tel ou tel diktat, sous prétexte de sa négritude. Donc, j'ai dit à ces personnes, mais écoutez, je suis désolée, l'histoire vous a plu, vous me dites que vous l'avez adorée, vous devrez faire avec ma couverture parce que cette petite fille habillée de jaune représente totalement mon héroïne. Donc, je comprends tout à fait ta question parce qu'elle m'a été posée plusieurs fois, parfois de façon douce, et parfois de façon abrupte, impérative. Et là, c'est la femme libre qui se rebelle qui dit absolument personne ne m'imposera cette censure parce qu'elle ne poserait pas cette question à un auteur blanc. Tout à fait.
fait. Et comme je disais, ma propre réaction m'a surprise parce que j'ai dit mais pourquoi je réagis comme ça? Et je me suis rendu compte de la manière pernicieuse que des constructions étaient implantées dans notre mental. Même ceux qui sont supposés être un peu plus avertis, s'ils ne font pas attention, ils retombent dans les schémas dans lesquels on voudrait les voir. Donc, heureusement, j'ai tout de suite sursauté. J'ai dit, mais elle a le droit de faire ce qu'elle veut en tant qu'auteur. Elle pourrait écrire sur les Chinois si elle veut. Donc, voilà. Pourquoi pas? Comme tu as dit, les autres écrivent bien sur nous. Pourquoi on ferait pas le contraire? Voilà, et mes sujets sont vraiment universels. Je veux dire, le sujet que j'aborde, j'adore parler de la différence. Je veux dire qu'on soit blanc, jaune, vert, rouge, chinois, africain ou français, la différence, on doit y faire face de toute manière, quelles que soient les sociétés, puisque les sociétés sont normées. Donc, quel que soit le milieu dans lequel on vit et on grandit, si on est différent, on peut être stigmatisé. Donc, à partir du moment où c'est mon sujet de prédilection qui évolue et qui change d'un livre à l'autre, mais c'est vraiment le socle de ma réflexion, je refuse qu'on me dise tes sujets sont universels, mais en tant que noir, tu ne dois mettre en couverture que des noirs. Et d'où te vient cette volonté de parler de sujets sur la différence? Pourquoi ce choix-là? Franchement, il faudra que je m'allonge sur un divan de psychanalyste, un de ces quatre. Parce que je ne sais pas, je ne peux pas vraiment dire d'où ça vient. Je sais que mon histoire personnelle est assez spéciale parce que je suis née noire au milieu de frères métis. Peut-être qu'il y a une origine là, mais je sais que d'aussi loin que je me souvienne, depuis le cours primaire, je me rappelle qu'il y avait par exemple une enfant handicapée de la polio, comme on en a énormément en Afrique. Je l'observais énormément dès le CP, dès le CE1, et je me demandais, mais quelle était sa vie? Comment était sa vie? Comment est-ce qu'elle vivait sa différence? Parce que les enfants sont cruels. Et je voyais bien la réaction des autres enfants vis-à-vis d'elle. Et parfois, j'étais triste pour elle. Et je me disais, mais vraiment, chaque matin, quand elle se lève, elle doit porter ce fardeau. Or, un fardeau, parfois, on peut décider de le poser pour quelques instants. Mais ce fardeau, le handicap, tu ne peux pas le poser. Tu le portes, tu dois faire avec toute ta vie. Et j'avoue que depuis enfant, ça m'interpellait. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je pensais beaucoup surtout aux enfants d'ailleurs, aux adultes aussi. Et je me disais, waouh, mais vraiment, eux, ils ont une différence avec laquelle ils doivent vivre matin, midi et soir. Ils doivent toujours répondre 3 millions de fois aux mêmes questions. Et les questions ne concernent pas forcément leur vécu à eux. Les questions concernent les autres parce que les autres posent des questions par rapport à leur réflexion à eux. Mais on ne se demande pas forcément celui-là, comment est-ce qu'il vit sa différence? Non. Quand on pose une question, c'est en se disant « Oh mon Dieu, si ça m'arrivait à moi, ce serait terrible. » Mais jamais on ne se pose la question du fardeau, en parenthèse, parce que c'est pas toujours un fardeau, que porte l'autre. Donc, ce sont des questions qui m'ont toujours intéressée. Je ne sais pas d'où ça vient. Il faudra que je creuse un peu plus, effectivement. Et justement, l'un des thèmes centraux dans ton livre « Un rayon de soleil entre nos vies », c'est le handicap. Alors, parfois, on a des parents qui disent que on ne dit pas handicap, on dit personne différente. Donc, je ne sais pas très bien quel terme définir, mais de temps en temps, je vais utiliser handicap pour qu'on se comprenne. Donc, est-ce que c'est le cas déjà? Comment tu abordes cette question-là déjà dans le vocabulaire, dans le langage? Je parle franchement en fonction des circonstances. Je parle de handicap, je parle de différence. Je navigue de l'un à l'autre. J'avoue que moi-même, je ne sais pas toujours où placer le curseur. Et en fonction de la personne que j'ai en face, je sais si le mot handicap lui convient, si je peux m'autoriser à l'utiliser ou s'il faut parler de différence. Vraiment, je navigue à vue. Vraiment. D'accord. Et donc, il y a aussi dans ce livre la thématique du rapport entre sœurs qui m'a beaucoup touchée parce que moi j'ai 3 sœurs et 3 sœurs qui ont un caractère
Alors là, je sais même pas par où commencer. Elles sont fortes, donc et apparemment un peu moi aussi un tout petit peu. Comment tu as imaginé combiner cette thématique-là avec la thématique du handicap? Comment ça t'est venu de construire cette histoire? Vraiment, cette histoire, je l'ai écrite dans un état de grâce absolue. C'est-à-dire que justement, s'il y a une chose que je n'ai pas faite dans cette histoire, c'est de la construire. Réellement. J'ai lu une phrase un jour sur Facebook qui disait que les enfants, que l'annonce de l'arrivée d'un enfant atteint de trisomie 21 dans une famille, dans le monde occidental, était source de peur, était source d'angoisse, et que toute la vie de la famille était un peu différente et conduite par ce prisme d'angoisse. Alors que la même annonce, dans certaines tribus d'Amérique latine, était source de bonheur et de joie, parce que dans ces tribus, ces enfants atteints de trisomie 21 étaient considérés comme une passerelle entre les hommes et les dieux. Parce que la trisomie 21, en fait, c'est un chromosome supplémentaire qu'on a. Et pour eux, c'était un supplément d'âme, alors que pour les sociétés occidentales, c'était un moins. J'ai lu cette phrase, ça m'a turlupiné dans la tête toute la nuit, et je me suis dit, c'est vraiment l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein, parce que factuellement, l'annonce est la même. Exact. L'annonce de l'arrivée d'un enfant différent. Mais simplement, notre histoire personnelle, le contexte social dans lequel on vit, va faire que l'interprétation va être non seulement différente, mais même opposée. Et la vie des personnages, de la famille, de l'enfant, tout va être mieux ou moins bien. Ça ne veut pas dire que dans cette tribu d'Amérique latine, tout est rose et il n'y a pas de complications, parce que ce sont des problématiques extrêmement difficiles à aborder. Avoir un enfant différent, c'est très difficile. Mais je me suis dit, voilà, factuellement, les annonces sont les mêmes. Et le lendemain, je me suis réveillée à 4 heures en me disant, écoute, je vais écrire un livre où je vais faire naître un enfant différent dans une famille occidentale. Il va y avoir tout un chemin initiatique pour arriver peut-être à la conception de cette tribu d'Amérique latine. Donc, je me suis lancée dedans, sans construction, sans plan, sans rien. La seule chose, c'est que je voulais que cette femme qui allait avoir cet enfant, je ne la voulais pas très sympathique. Ça, je le savais. Et je suis quand même auteur, et je sais que les personnages, l'étude des personnages, l'étude des caractères est très important, parce que j'aime procurer des émotions. Donc, à partir de là, je me suis dit, si cette première sœur est plutôt antipathique, il faut que je lui oppose une sœur, un autre personnage qui sera sa sœur et qui sera l'opposé d'elle, et je vais les faire évoluer. Je suis vraiment partie juste de ça, et c'est vrai que vraiment j'ai été très surprise, parce que j'avais beau savoir que tout auteur parle beaucoup de lui et beaucoup plus de lui qu'il ne le pense. Quand j'ai eu des personnes qui me connaissaient, qui connaissaient mon histoire, qui ensuite m'ont dit, Corinne, tu as parlé de telle personne, tu as dit telle, j'ai été sidérée, parce que au moment de l'écriture, je n'ai pas consciemment penser à moi, à mes sœurs ou à des personnages proches. Pour moi, c'était vraiment des personnages totalement fictifs, mais j'ai dû me rendre compte qu'effectivement, la thématique de la sororité a été très, très, très forte dans ma vie personnelle, et qu'effectivement, ce n'est absolument pas un hasard. Si j'en ai parlé dans ce livre-là. Oui. Et effectivement, sans qu'on ne s'en rende compte, on porte des choses en nous qui peuvent sortir par des moyens assez curieux, et c'est le monde en face qui nous met un miroir et qui nous dit, regarde, ça c'est toi. Donc je pense que c'est un peu dans cette situation-là que tu t'es retrouvée quand Complètement. J'ai notamment 2 amis qui m'ont dit, oh là là, Corinne, j'en sais beaucoup plus sur toi et les tiens depuis que j'ai lu ton livre. Je dis, mais non. Et quand ils m'ont donné des exemples concrets, j'avoue que j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit tout ça.
Bien que ce soit un roman, ce n'est pas une œuvre autobiographique. Absolument pas. C'est vraiment un roman, mais tout romancier met beaucoup de lui dans ses romans, et puis nos romans se nourrissent de nous, de notre vie, de notre vécu, de nos expériences. Donc, voilà. Donc, mais c'est totalement un roman, hein, vraiment. Alors, est-ce que tu peux nous faire un tout petit résumé du livre, mais sans donner l'essentiel, juste pour qu'on ait une idée de quoi parle le livre? Ah, dommage que j'ai pas la 4e de couverture pour vous la lire. Alors, c'est l'histoire donc de 2 sœurs, l'une qui a un rêve de maternité depuis très 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 longtemps, et l'autre une femme libre, bouillonnante, qui a toujours été très très précise et concrète sur son refus de la maternité. Elle veut une vie libre, et elle a totalement exclu de sa vie cet aspect maternel, en toute conscience et en toute acceptation. Et voilà que cette sœur qui refuse la maternité tombe enceinte par hasard, et elle fait ce qu'on appelle les grossesses, oh là là, c'est quoi le terme? Ces grossesses qu'on découvre à 5-6 mois. Oui, voilà. Oui, les dénis de grossesse. Les dénis de grossesse, exactement. Donc, elle découvre à 6 mois qu'elle est enceinte, donc impossibilité d'avorter, de faire marche arrière, et elle se retrouve contrainte de mettre un enfant au monde, et cerise sur le gâteau, du coup je pense pas que pour elle ce n'était pas vraiment un gâteau, elle se retrouve avec un enfant différent. Et l'autre sœur, donc, qui elle aurait tellement voulu avoir un enfant, elle est jalouse d'abord, parce qu'elle trouve que décidément la vie est injuste, parce qu'elle aurait adoré, elle, tomber enceinte. Et donc, tout le roman va parler du rapport entre les 2 sœurs, qui vont être très conflictuelles. Et ensuite, dans une histoire, dans un roman, il n'y a pas qu'une histoire. Il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4. J'ai voulu parler dans ce roman d'amour. Justement, c'est ce que j'allais dire. Voilà, de sororité et de beaucoup, beaucoup de thèmes. Oui, malgré le propos qu'on a eu tout à l'heure qui parlait du handicap, qui peut penser que le roman est lourd, qu'il est triste, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour dans ce roman-là. Il y a beaucoup d'amour. Même, pas seulement l'amour pour l'enfant, mais c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Hein. Cet enfant est aussi en quelque sorte une personne qui porte cet amour-là, qui peut-être n'était pas visible avant entre les 2 sœurs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de douceur aussi dans ce roman. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller lire le roman « Un rayon de soleil entre nos vies ». C'est un très beau roman. Oui. C'est vrai que j'ai eu une amie qui a mis du temps à lire le roman, parce qu'elle me disait « Oh là là, mais ça parle de différence. J'ai peur, je ne suis pas tranquille avec ce thème-là, je ne suis pas à l'aise avec ce thème-là. » Et elle a mis beaucoup de temps à le lire. Et finalement, elle l'a lu. Pourquoi? Parce que j'ai vécu une aventure extraordinaire avec ce roman. C'est-à-dire que ce soit les journalistes, les blogueuses, les lecteurs, les lectrices, j'ai eu des retours de lecture absolument extraordinaires. Et c'est à force de voir tous ces commentaires positifs, qu'elle s'est décidée à ouvrir le livre, et elle m'a dit « Oh mon Dieu, Corinne, qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était rempli d'amour touchant, je ne m'y attendais absolument pas. » Et elle a adoré le livre, et je crois que c'est je peux même la prendre pour responsable de communication aujourd'hui, parce que elle l'a offert, elle en a parlé, elle l'a porté au nu, et c'est vrai que ce livre, il fonctionne beaucoup grâce aux bouche à oreille, et pour un auteur, c'est quand même le compliment suprême, vraiment. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup. C'est un peu comme un petit bijou comme ça qu'on a posé quelque part, et puis mais un bijou vivant. Moi, je trouve que le livre est quelque chose de vivant, et petit à petit, il fait son petit bout de chemin. Le livre est arrivé chez moi sans que je ne l'ai prévu. Hein. Vraiment, c'était comme ça par hasard. Donc, il y a quelque chose de parfois un peu mystique sur les livres. Je suis tellement d'accord avec toi. D'ailleurs, je dis souvent que Amarilia, qui est mon héroïne, je dis Amarilia, elle choisit elle-même
ses lecteurs, elle choisit elle-même ses journalistes, elle choisit elle-même ses blogueuses parce que, comme toi, regarde comment tu m'as contacté, je ne te connaissais pas, je ne connaissais pas ce site. Tu peux pas savoir le nombre de personnes qui m'ont contacté que je ne connaissais absolument pas, qui sont arrivées à moi par je ne sais quel biais et qui m'ont dit ils ont entendu parler de moi, de ce livre, qu'ils l'ont lu, qu'ils en sont tombés amoureux et qui m'ont contacté pour une interview ou pour en discuter ou qui m'ont dit l'impact que ça a eu sur leur vie, sur leurs relations. Je me dis, mais Amarilia, cette petite, il y a de la magie en elle. De toute manière, si tu as lu le livre, tu sais de quoi je parle. Il y a de la magie en elle et je me dis, la magie se poursuit parce qu'elle choisit elle-même ses lecteurs et ceux qui doivent parler d'elle. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, tu ne fais pas qu'écrire, hein. Tu donnes aussi des ateliers d'écriture. Je donne des ateliers d'écriture. Alors, tu connais le syndrome de l'imposteur. Justement, j'avais publié 3 livres avant celui-là et il y a déjà 2-3 personnes qui m'avaient demandé est-ce que je ne fais pas des ateliers d'écriture. Mais toujours est-il que quand un rayon de soleil entre nos vies est sorti, alors là, des personnes connues comme des personnes inconnues m'envoyaient des messages pour me dire « Ah non, est-ce que vous ne donnez pas d'atelier d'écriture? La façon dont vous avez maîtrisé le suspense, la façon dont vous passez d'un chapitre à l'autre, on aimerait écrire, mais comment vous faites ?» Et comme je t'ai dit, moi j'ai une écriture très instinctive. Donc je leur disais « Mais comment leur apprendre ce que je ne connais pas? Voilà. Que je ne l'ai pas étudié. Moi, je me mets sur ma table et puis je me fais confiance. Ça vient tout seul. Et puis ça vient tout seul. Et puis, tu as 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes qui te le demandent. Et une fois, il y en a une qui m'a envoyé un message par message privé Facebook qui m'a dit « Bon, maintenant, Madame Dossard, ça suffit. C'est quand votre prochain atelier d'écriture ?» Et comme je suis quelqu'un de très spontané, je lui ai dit « Ce sera dans 15 jours. » Et une fois que je lui ai répondu, je dis, oh là là, maintenant tu dois assumer. Faut tenir la promesse. Tu dois assumer. Et donc, j'ai dû prendre mon livre et le décortiquer pour comprendre moi-même comment j'avais fait. Parce que je ne le savais pas. J'ai dû décortiquer et comprendre. Et j'ai donné mon premier atelier. Mais vraiment, le costume de l'imposteur était immense. Il me recouvrait de la tête aux pieds. Et j'ai vu les participants ravis, heureux. Le 2e, le 3e, le 4e, ça a commencé à être des ateliers courus. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, après tous ceux qui sont passés avec moi, qui sont passés à l'action, qui ont été heureux, ok, je peux doucement, petit à petit, enlever ce costume, me dépouiller de cette peur et me dire que oui, j'ai peut-être 2 ou 3, je sais même pas si je peux dire conseils, peut-être astuces, je ne sais pas. J'ai peut-être 2 ou 3 choses de moi à offrir aux autres par ce biais-là. Et je prends en tout cas un très, très, très grand plaisir aux ateliers d'écriture. Ben, j'imagine, quand je t'entends comment tu expliques les choses, j'imagine tes élèves en train de déguster tout ça, ça doit être vraiment, vraiment plaisant. Et est-ce que tu les fais en réel, dans des ateliers sur place en Guadeloupe, ou est-ce que tu fais aussi des ateliers en ligne? C'était en présentiel jusqu'en mars 2020. Et à partir de mars 2020, ça a été, je l'ai fait en ligne. Oui. Et j'ai été très agréablement surprise de réaliser qu'il y avait autant de complicité entre les participants et de bonheur que lorsque je les faisais en présentiel. Bon, il n'y a pas les petits acras de morue, il n'y a pas les petites douceurs, les petits alocos, les jus de carambole ou de citer. Il n'y a pas ça, mais bon, il y a tout le reste en tout cas. Et voilà, je l'ai fait en ligne. Donc, généralement, j'informe sur mon Facebook, Menyiko Dossard Corinne. Et puis, j'ai une page Facebook aussi de mots à mots, ainsi que site de mots à mots sur lequel j'annonce mes événements. Je crois que le prochain, voilà, ça va être le 24 et le 25 avril prochain. Voilà. Il y a aussi, Corinne, des vidéos YouTube. Tu as une chaîne YouTube. Et quel est le projet sur cette chaîne YouTube? Parce que je t'ai entendu enregistrer je t'ai vu dans un studio et tu comme une narration. J'ai trouvé ça très, très beau. Et est-ce qu'il y a un projet derrière? Mais en fait, comme je te disais tout à l'heure, je suis très spontanée. Je fais les choses et je réfléchis après. Donc, est-ce qu'il y a un projet derrière? Je n'en suis pas sûre. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à écrire des billets d'humeur. Voilà,
je vois une scène, ça part de n'importe quoi, mes billets d'humeur. Et il y a la rédactrice en chef de Femmes au pluriel qui m'a contactée pour me dire qu'elle aimait beaucoup mes billets d'humeur et qu'elle aimerait que j'en livre à Femmes au pluriel. J'ai dit OK, moi, on s'est entendu, donc je leur livre un billet hebdomadaire tous les vendredis. Et puis, j'ai dû me rendre compte qu'effectivement, parfois, les gens n'ont pas forcément envie de lire. C'est vrai. De plus en plus, on est dans l'audio et non plus dans la lecture. Et il y a certains sujets, quand je vois les commentaires, les retours de lecture que j'ai, je me suis dit, mais quand même, on dirait que ceux qui les ont lus, ça les touche, ils en tirent des enseignements et ce serait dommage. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais étendre un peu la connaissance de ces billets? Et je me suis dit, ah ben tiens, et si j'en faisais des petits audios? C'est une belle idée. Voilà. Oui. Donc, il se trouve que j'ai mon fils qui est ingénieur du son. Je lui ai dit, est-ce que tu as un studio où je pourrais enregistrer ces billets pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui les écoutent, puisque visiblement, ceux qui en ont connaissance m'envoient des commentaires et me disent qu'ils ont aimé ces billets. Donc, je me suis lancée dedans comme ça, mais sans projet derrière. Donc, je vais commencer à le construire petit à petit, mais le but au départ, c'était juste de faire ce cadeau de ces petites leçons de vie que j'apprends personnellement et qui visiblement servent à d'autres. Donc maintenant, tu me poses encore la question. Tu es venu encore lancer une pierre dans mon jardin. Je vais y réfléchir et voir ce que je pourrais en faire. En tout cas, moi, je t'y encourage parce que je trouve que tu as une très belle voix et qui est belle pour la narration aussi, hein, et pourquoi pas faire même une version audio de ton livre aussi, hein, qui sait, avec d'autres voix aussi, parce que bon, comme il n'y a pas un seul personnage, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser dans ce sens-là. Eh ben, figure-toi que, tu sais, Oprah Winfrey avait dit une phrase que j'aime beaucoup. Elle avait dit, c'est pas elle qui a dit ça, c'est sa mentor qui lui avait dit, on ne sait pas, on ne connaît pas l'influence qu'on a sur la vie des gens. Parfois, on a aidé telle ou telle personne et on se dit, ah là là, c'est bon, je peux mourir tranquille, j'ai aidé telle ou telle personne. Mais en réalité, on influence parfois bien plus de personnes qu'on ne croit. Eh bien, tu as eu une influence sur moi sans le savoir. Wow. Parce que ça fait un moment que je me disais, oh là là, il faudra qu'un jour je fasse un livre audio et puis je passe à autre chose. Oui. Et quand je suis partie fouiller, parce que quand tu m'as contacté, tu penses bien que j'ai été voir tout ce Évidemment. que tu fais et que j'ai pris le temps. En plus, c'était un plaisir, un bonheur de fouiller dans Afro Livresse. J'ai dû passer une demi-journée. Tu me dois une demi-journée. Hein. J'ai dû passer une demi-journée dedans. Et je me suis dit, ah, mais il y a des livres audio. Ah, mais il faut absolument. Ah, ben oui, elle édite ces livres audio. Ah, il faut absolument que je me mette au livre audio. Et voilà. À partir de ça, je me suis dit, ça y est, la décision est prise, je ferai des livres audio. Eh bien, ça partait de toi. Et ça, tu ne mais non, pas du tout. Sur moi, sans le savoir. Oh, c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Ça me touche beaucoup parce que, comme tu as dit, on fait des choses et bon, voilà, on les fait par passion parce qu'on aime. Mais parfois, on n'a pas on ne se mesure pas la portée. Oui, tout à fait. Ah, mais je suis contente. Je suis contente. Et quand le livre audio va sortir, il faut que tu reviennes nous en parler. Absolument. D'accord? Absolument. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, Corinne, on va bientôt clôturer notre échange. Oui. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour nos auditeurs qui veulent te découvrir, qui ne savent pas encore qui tu es? Que pourrais-je dire? Je vais dire que nous avons tous des petits cailloux sur notre chemin. Moi, comme les autres, j'en ai eu pas mal. Mm-hmm. Et il y a une époque où je pensais que le bonheur n'était plus possible. Je pensais que ce que je vivais était insurmontable, que j'étais arrivée au bout de quelque chose et que j'avais une partie de ma vie qui avait été lumineuse et que la suivante serait noire ou au mieux grise. Et que non, absolument pas. Aujourd'hui, je vis en Guadeloupe, je suis à la mer tous les matins, j'assiste au lever du soleil tous les matins et nous sommes à l'image de cette nature. Wow. Le soleil finit toujours par se relever. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, prenez de la hauteur
Ce n'est qu'un mauvais moment à passer, mais surtout, le soleil, il est plus lumineux après. Ce n'est pas une façon de parler. Ce ne sont pas des mots qu'on dit juste pour encourager les gens. C'est réel, c'est du vécu. Et n'hésitez pas à lire. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont franchi les douleurs, les étapes que vous aurez à franchir et qui peuvent vous montrer la voie et qui vous montreront que non, on peut y arriver, on peut sauter les barrières. Et après, le soleil, il est plus lumineux, la vie, elle est plus belle, elle est d'autant plus belle qu'on a connu son côté amer. Alors quand la douceur arrive, elle arrive de façon magistrale. Donc, c'est vraiment un message d'espoir. C'est ce que j'instille dans mes livres. C'est pour ça que j'aime parler de différence et d'autres choses. Mais je veux vraiment terminer sur ça. Mes livres parlent de ça et mes conférences parlent de ça. Mes amis, je les saoule sur ça, mais il faut croire qu'elles sont maso parce qu'elles reviennent vers moi. Et c'est vraiment sur ce message d'espoir que je veux terminer réellement. Et ce livre, il est lumineux. Parce que c'est vraiment le message qui est sorti de je ne sais pas où, mais qui apparemment devait parvenir à certaines oreilles, qui est très bien parvenu jusque-là. Voilà. Je n'aurais pas imaginé une plus belle façon de clôturer cet échange. Vraiment, merci beaucoup, Corinne. Ta luminosité est contagieuse. J'aurais adoré que tous ceux qui vont nous écouter soient avec nous pour avoir un petit bout de soleil. Pas le soleil qui est en Guadeloupe, mais le tien qui est en toi. Ah, merci. Et vraiment, merci beaucoup pour cette générosité et cette joie de vivre qui est contagieuse. Moi, j'étais très, très fatiguée parce que ici, il est tard. Oui. Mais là, je peux redémarrer une nouvelle journée. C'est super. En tout cas, je t'attends en Guadeloupe. Je t'y invite. Je serai ton guide. Tu vas adorer. Mais je t'assure que tu vas me chasser parce que je viendrai, Je viendrai, ça c'est sûr et certain. Je viendrai. Avec plaisir, je t'attends. Merci beaucoup, Corinne. Merci à toi, c'était un plaisir. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.